Bonjour à tous, je pense que nous pouvons dire qu'il est l'heure de commencer. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Très bien. Alors, moi, je vais parler en français, mais normalement, vous pouvez trouver l'interprétation en bas de votre écran. Hello everyone, I'm going to speak in French, but you can find interpretation at the bottom of your screen. Je vous souhaite déjà à tous et à toutes bienvenue parmi nous et merci beaucoup d'être avec nous pour ce webinaire pour la Journée internationale des luttes paysannes. Je vais me présenter rapidement. Je suis Colline Hubert, l'éditrice du site Défendre les droits des paysans, le site qui est consacré à la déclaration de l'ONU sur les droits des paysans. Et je serai la modératrice de ce webinaire. Comme nous risquons d'être très nombreux et nombreuses, je vous propose pour que l'on fasse connaissance, que chacun puisse écrire son nom et son organisation, ainsi que s'il le souhaite, son contact dans le chat de la conversation. Voilà, pour que l'on sache un peu qui est avec nous. Donc le webinaire d'aujourd'hui porte sur la mise en œuvre de l'UNDROP, de la déclaration, et nous aurons des témoignages de 8 paysans et paysannes qui viennent de 8 pays différents. Alors, je voudrais commencer avec une petite mystica. Nous vous proposons de regarder la vidéo présentation de notre site internet. C'est une vidéo que nous avons fait en 3 langues, en anglais, en espagnol et en français. Mais pour aujourd'hui, nous avons décidé de vous la montrer en espagnol pour casser un peu cette hégémonie de l'anglais et sortir au maximum des langues coloniales. Je vais également tout de même vous mettre les liens des vidéos en français et en anglais dans le chat pour que ceux qui le souhaitent regarder les vidéos en même temps dans ces langues-là le puissent. Et ensuite, je vous partage. Voilà, les liens sont dans le chat. Attention, remontez bien le chat si vous les cherchez et je vais vous partager mon écran. C'est parti. Colline, il n'y a pas de son. Ah, il y a point de son, je suis désolée. Je vais réessayer autrement. Peut-être parce que j'avais mes écouteurs. El 17 de diciembre de 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos, Campesinas y otras personas que trabajan en zonas rurales, también conocida como la DDC. Esta declaración es el resultado de más de 20 años de lucha, liderados por la vía campesina, por el desarrollo de un marco normativo que reconozca a los campesinos, campesinas y refleje las necesidades y demandas de los movimientos rurales. Este proceso sienta un nuevo y extraordinario precedente de construcción del derecho internacional desde abajo. Así, aunque la DDC es un instrumento de la ONU, es más que todo una declaración de y para las y los campesinos, pescadores, pueblos indígenas, nómadas, trabajadores agrícolas, temporeros, migrantes y mujeres rurales. Es la declaración de las y los que viven con la tierra, que defienden la biodiversidad y el medio ambiente y que nos alimentan. Pero declarar derechos no es suficiente.
Ahora hay que implementarlos. Las normas consagradas en la DDC deben convertirse en realidad en el terreno para mejorar radicalmente las condiciones de vida y de trabajo de las comunidades rurales. Hoy, la agricultura está sometida al capitalismo y los alimentos son tratados como una mercancía. Este sistema depredador es una catástrofe para toda la humanidad, ya que empobrece y hace pasar hambre a millones, principalmente a los habitantes de las zonas rurales, y destruye nuestro planeta. Para seguir avanzando el camino de esta lucha, la Vía Campesina y sus aliados, FIAN, CETIN y la Academia de Ginebra de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos se han unido para crear un sitio web dedicado a la aplicación de la declaración. El objetivo de este sitio web es ser una herramienta colectiva de promoción de la DDC para que todo el mundo se apropie de ella y la utilice. Será un lugar de información y formación, así como para compartir las actuales iniciativas de organizaciones rurales alrededor del mundo, desde luchas legales a protestas en las calles. El sitio tejerá puentes entre la información y la acción. Todo el mundo debería estar informado sobre la declaración y apoyar su implementación. Los derechos de los y las campesinas son derechos humanos y nuestro futuro depende de su trabajo. El futuro del planeta está en sus manos. Defendamos los derechos de los campesinos y las campesinas y las luchas rurales en acción. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'aller voir notre site internet et nous pourrons en rediscuter à la fin aussi de ce webinaire. Je vais maintenant laisser la parole à Morgane Audy, qui est coordinatrice générale de la Via Campesina et qui va introduire ce webinaire. Merci beaucoup, Morgane. Bonjour à toutes et à tous. Je vais parler en français. Aujourd'hui, c'est le 17 avril, la journée internationale des luttes paysannes. Chaque année, le mouvement paysan mondial, la Via Campesina, mais aussi de nombreuses organisations et mouvements alliés, nous célébrons le 17 avril en mémoire notamment de nos camarades paysannes et paysans au Brésil qui ont été assassinés le 17 avril en 1996. Cette année, nous avons décidé d'axer notre appel du 17 avril autour de la résistance contre la répression et la criminalisation de nos mouvements que nous subissons partout dans le monde. Parce qu'il est essentiel de construire des solidarités pour lutter contre cette criminalisation et ces répressions. Mais c'est aussi un message d'espoir et de construction d'un monde meilleur. En ce jour de 17 avril 2023, nous annonçons le slogan de notre prochaine conférence internationale qui aura lieu en novembre 2023 au Nicaragua. Et ce slogan, c'est « Face aux crises globales, nous construisons la souveraineté alimentaire pour assurer un futur à l'humanité ». Parce que dans nos mouvements paysans, nous articulons à la fois les résistances et les luttes, mais aussi la construction d'alternatives pour construire pas seulement pour les paysannes et les paysans, mais pour toute l'humanité un futur meilleur. Et c'est à ça que sert aussi la Déclaration des droits paysans. La Déclaration des droits paysans, c'est un outil pour résister contre cette répression et cette criminalisation. Nous savons que partout dans le monde, des leaders paysannes et paysans sont arrêtés, mis en prison, parfois même assassinés. Nous savons que partout dans le monde, nos terres, nos eaux, les semences que nous utilisons sont accaparées par les entreprises multinationales. Nous savons aussi que partout dans le monde, les paysannes et les paysans, notre travail est invisibilisé et la valeur de notre travail est capturée par les entreprises multinationales. Mais face à ça, nous nous organisons collectivement en solidarité dans le monde entier et nous construisons des outils. Et notamment, parmi ces outils, il y a la Déclaration des Nations Unies des droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, qui est réellement un outil de lutte
au niveau légal. Tout d'abord, il faut dire que le simple fait pour les paysannes et les paysans de lire cette déclaration, on se sent beaucoup plus fort parce qu'on sait que nous avons des droits et que nos luttes sont légitimes. Mais il faut aller plus loin que ça. Il est nécessaire de transcrire ces droits qui sont reconnus dans la Déclaration des droits des paysans, dans les législations de chacun de nos pays. Et pour ça, nous avons besoin de plus d'outils. C'est pourquoi, au sein de la Via Campesina, nous demandons à l'ONU des mécanismes d'application, des procédures spéciales, que ce soit un groupe d'experts ou un rapporteur spécial, pour réussir à ce que réellement, au-delà du papier que représente la déclaration, qu'il y ait des groupes qui puissent aller vérifier la bonne application de la Déclaration des droits des paysans dans chacun de nos pays. Et donc, c'est un travail que nous réussissons à faire avec un certain nombre de gouvernements qui nous soutiennent, notamment avec le rôle décisif de la Bolivie dans tout ce processus, à la fois avant l'adoption de 2018, mais aussi à présent. Et voilà, c'est un travail collectif qu'on fait notamment avec un certain nombre d'organisations alliées, notamment toutes les organisations alliées à Genève, sans lesquelles ce travail-là ne serait pas possible, mais aussi grâce au travail de toutes les organisations sur tous les continents qui tentent de faire rentrer la Déclaration des droits des paysans dans les législations nationales. C'est le cas au Népal, c'est le cas du travail qui est fait au Mali, c'est le cas du travail qui est fait en Colombie. Et donc, c'est la conjonction entre ce travail qui est fait dans chacun de nos pays, mais aussi le travail qu'on arrive à faire auprès du Conseil des droits humains à Genève, qui fait qu'on avance collectivement. Et donc, je nous souhaite à toutes et tous un 17 avril de lutte et d'espoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Morgane, pour ces mots d'introduction. On va maintenant passer à nos différents intervenants. Alors, nous leur avons demandé, pour se préparer à leur intervention aujourd'hui, de nous expliquer comment ils et elles utilisent l'UNDROP dans leur lutte, comment est-ce que l'UNDROP a pu les aider, qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour obtenir la mise en œuvre de l'UNDROP, avec quel public ils et elles utilisent l'UNDROP et quels ont été les résultats. Nous avons donc des intervenants et intervenantes qui viennent de 4 continents et qui ont des usages bien différents de l'UNDROP. Nous espérons vraiment que leur exemple pourra en inspirer bien d'autres. Il y aura un temps pour les questions à la toute fin des interventions, mais pour les questions de compréhension et vraiment seulement de compréhension, vous pouvez les écrire dans le chat au fur et à mesure et nous pourrons les récolter et les poser à la fin de chaque intervention. Donc, merci beaucoup à toutes les intervenants et intervenantes de venir témoigner. Merci d'essayer de respecter votre temps de parole et essayez aussi également de ne pas parler trop vite afin de laisser les interprètes traduire au mieux possible. Alors, nous allons commencer par Zainal Arafin Fouad, qui est du syndicat SPI en Indonésie. Et Zainal est également membre du comité de coordination internationale de la Via Campesina. Et je précise également, a beaucoup participé aux négociations de l'UNDROP. Merci beaucoup Zainal, à toi. Thank you very much, Colin. Can I share screen for my PowerPoint? Yes, you can. Oh, thank you very much. Okay, good afternoon, good morning. Many thanks for inviting me in the celebration of International Day of Peace and Struggles. In the first slide, I put the slogan of Via Campesina, referring to how the 7th conference in the Basque Country, even though Morgan already mentioned about the slogan for the next conference in Managua next November.
So we fit our people, building the movement to change the world. Yes, of course, we fit our people that we keep producing food, not corporation, even though the corporation already and keep trying to saving us from our field. And then for the building the movement, of course, La Africa Messina is not alone to struggle for our sovereignty. Of course, we thank you very much for Geneva Academy, FIAN, and SETIM work together to have UN drop in Geneva and in New York in 2028. So I will share about the our struggle in Indonesia. So this parts our picture of repression and also criminalization in our struggle of the Indonesian Peasant Union. So we have many agrarian conflict with the state company, with the private sector, and most of them in the plantation and also in the forest area. So this part of the our board of struggle was in the tool of mean of production. Why La Africa SPI struggle for agrarian reform? Because we know we have many enemies on based on the market agrarian reform, restoration of ecosystem, nature-based solution, green economy, green job, social forestry, and also on with scheme the public-private partnership. So as I mentioned before, we have many agrarian conflict and also criminalization. So of course, this part of our big challenge for the agrarian reform. And then in the next step is on the mode of production. We face corporation who dominate the market of agrotoxic, market of seed, market of biopesticide, and also part of our difficulty in access to financial and also the public policy who pro peasant. And at the same time, we struggle for our agroecology. So this is also part of our second problem for our peasant right. And then the next one is about mode of distribution. We facing free market. We facing the impact of agreement of the World Trade Organization and also FTAs. And also big industry who implement digitalization market agriculture. So we are facing the problem on the decent income, and then also linked with the mode of consumption, we facing on the many retail industry. So make our shop in rural area also marginalize it. I think I push this, and then it's part of our work to socialize peasant right with conducting mass formation in our member. Of course, with support by SETIM, yeah, especially in June 2021, we conducting peasant right training, and also we also translate this material for our training material, and then there's our job with SETIM and FIAN in Geneva and also Geneva Academy. Last March, we conducting side event, and then it is a side event 2019 with Ramona for the first anniversary. And then in last year, we met with the DGFAO in Rome, and finally FAO will conduct forum of UN drop with La Africa Messina in next December. Of course, it is a big opportunity for us to socialize and
to implement UNDROP in Rome-based agency. And then this part, our struggle for land, of course, is linked with the UNDROP in our organization. So we established many phases of agrarian reform in our reclaimed land, in also food sovereignty areas in SPI in Indonesia. So that means we implement agrarian reform to get our land and also producing and also distributing in our food sovereignty area. So and then in 6th of April, the government of Indonesia, Jokowi, and also Ministry of Agriculture visited and planted paddy seed in food sovereignty area in Tuban, East Java. Of course, it is our big opportunity and our advantage that our government support our food sovereignty areas. And then link with the UNDROP, actually our government of Indonesia already transformed the right of peasant, referring to the Conference of Right of Peasant and Agrarian Reform on 20 April 2001 by releasing the Law of Peasant Protection and Empowerment 2013, and then also the Law of Protection of Fisheries, Fish Farmer and Salmon Farmer 2016. So that means during the negotiation, actually our government already really released to law link of the right of peasant and also right of fisher folk, and then link with the UN, even link with the UN Decade Family Farming. Our government already include UNDROP as reference to harmonize of the Indonesian laws, especially on agrarian reform, food and agriculture. So in the making the National Action Plan of UN Decade Family Farming, we already put the UNDROP as our reference. And then in National Commission of Human Rights, also already include the UNDROP in the norm standard of human rights and natural resources, especially last year. So that means in Indonesia, slowly we already make UNDROP living in our government, and of course it is also because of our struggle for UNDROP in our rural areas. I think that's all, Colin, for my testimony or experience on the UNDROP in Indonesia. Thank you very much. Yeah. Merci beaucoup, Zainal, pour toutes ces informations et ce retour sur toutes vos actions. Je vais maintenant donner la parole avec un petit changement d'ordre de passage à Nouri Martinez, si elle le veut bien. Nouri. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Sí me escuchan bien? No voy a prender la cámara porque podría tener problemas de señal, entonces voy a dejar así. Primero, aquí, como lo decía Morgan y Zainal, el contexto, digamos, de declaración que ha permitido que en muchos países podamos avanzar en muchos aspectos que tienen que ver con el reconocimiento de los derechos del campesinado. Pero bueno, quiero referirme específicamente en estos minutos al caso de... il y a l'interprétation en anglais et français en même temps en anglais. Merci.
Est-ce que c'est bon? Ok. Bien, Ok. entonces estaba diciendo que los elementos que están en la Carta de la Declaración de los Derechos de los Campesinos y Campesinas en Colombia no solamente se ha tenido en cuenta a partir de haber aprobado en las Naciones Unidas, sino que desde hace bastantes años nosotros hemos tenido desde el movimiento social, el movimiento campesino, en la Carta de la Declaración para tener en cuenta y exigir en Colombia el reconocimiento del campesinado como sujeto de derecho. Han habido iniciativas legislativas desde hace varios años, pero hay que decir que teniendo en cuenta los artículos que están dentro de la declaración, nosotros colocamos con diferentes organizaciones una tutela sobre la conceptualización o por lo menos que se categorizara el campesinado en los censos que se hacían agropecuarios. Allí hubo una sentencia donde se planteaba de que el campesinado es un sujeto, una población sujeto de especial protección constitucional. Hoy, luego de que hemos tenido ya este presidente de la República que desde su posesión ha planteado de la importancia del reconocimiento del campesinado, del reconocimiento de sus derechos, ha hablado de la reforma agraria, la soberanía alimentaria, de la agroecología y todo lo que plantea la declaración, tenemos que decir que existe un acto legislativo en el Congreso de la República y mismo el presidente ha sacado o ha enviado la carta a las Naciones Unidas donde plantea el compromiso de la adopción a la Declaración de los Derechos de los Campesinos y Campesinas. Hoy estamos ya en el tercer debate sobre el reconocimiento del campesinado que vincula la declaración. Dentro de los debates que se han dado en el Congreso de la República, tenemos que decir que efectivamente le quieren quitar primero el carácter constitucional de la declaración y del reconocimiento del campesinado y también hay algunas observaciones frente a que no debería quedar la declaración como un todo, sobre todo la posición de algunas personas de derecha que hacen parte del Congreso de la República. Nosotros tenemos que decir que la declaración ha sido parte de las agendas de las organizaciones campesinas en Colombia, que nos ha permitido también de alguna manera involucrar y colocar dentro de la conceptualización del campesinado que salió de la sentencia 4 dimensiones, no solamente el productivo, sino también el político, el cultural, el económico y ahora estamos queriendo colocar también el enfoque territorial y también ambiental. Eso es algo que hemos logrado en conjunto con académicos y organizaciones aliadas que nos están ayudando bastante en todo esto y igualmente con el Instituto Antropológico que nos ha ayudado en todo ello. También ha servido porque los industriales pasaron una carta en este momento planteando de la preocupación de que se adopte la Declaración de los Derechos de los Campesinos y esta institución, este Instituto Antropológico que ha trabajado con las organizaciones ha salido también a defender el hecho de que se implemente la Declaración de Derechos de los Campesinos y Campesinas. Tenemos que decir que es un avance bastante importante para las luchas de todo lo que se ha hecho y las movilizaciones que se han hecho en Colombia. Nosotros consideramos que la declaración tiene que ser una herramienta de lucha, tiene que estar dentro de las agendas de las organizaciones en todos los países, porque los 28 artículos están planteando lo que nosotros hemos hablado del cambio climático, de la soberanía alimentaria, de la recuperación de tierras, de prácticamente todo lo que hemos construido y que la Vía Campesina también lo ha hecho y nosotros como Pensuagro, parte de la Vía Campesina
y otras organizaciones, porque en Colombia hay 10 organizaciones que son parte de Vía Campesina y que consideramos la declaración pues como algo supremamente fundamental y un avance importante que se con este gobierno de carácter progresista que nos está ayudando bastante. Estos son los elementos que quería colocar, es poco tiempo y no puedo profundizar, pero muchas gracias. Eso era lo que quería colocar. Merci beaucoup, Nouri, pour cette intervention. Je vais donner la parole maintenant à Jessie McInnes, qui est la présidente jeune de la National Farmers Unions of Canada et qui nous vient donc du Canada. Merci, Jessie, à toi. Thanks, Colleen. And just to clarify, I'm actually the youth president of the National Farmers Union. So hi, everybody. Thanks for having me. And I just wanted to begin by giving you a bit of the context in Canada, because it is a challenging context within which to work with the Declaration on the Rights of Peasants. The Canadian government did not adopt the Declaration, and the current political economic context is export-oriented. The financialization of farmland is intensifying, and at the same time, reconciliation with Indigenous peoples is a priority for social movements, but it's yet to be reflected fully in government actions. And the fact that the government does not recognize collective rights is a major hurdle for both peasants' rights and Indigenous rights in the country. So I'd like to talk about the context of the legal potential for the broader implementation of the Declaration on the Rights of Peasants, because I think this is one pathway that countries where the Declaration was not adopted, this is a pathway that those countries can take in order to generate more discussion and more legal precedent around the Declaration. So I'd like to give you an example of a case that took place in 2020. So in the summer of 2020, this was just after the beginning of the COVID-19 pandemic, lawyers from the Canadian Lawyers for International Human Rights used Article 23 of the Declaration on the Rights of Peasants in a provincial court in defense of a group of migrant workers facing dangerous living conditions given the pandemic context. And so to back up a little bit, Canada employs nearly 500,000 agricultural workers through a federal program, and this program has been riddled with accusations of human rights violations over the years that it's been operational, with poor living conditions, low wages, and no pathways to permanent residency for the workers. At the same time, Canada is dependent on these migrant farm workers to ensure the food supply is stable, yet it has not allowed for living wages, universal services, or justice for all migrant farm workers. So in March 2020, just after the states of emergency were announced across the country, the federal government mandated a 14-day isolation period for all temporary foreign workers entering Canada, and ensuring individual workers subjected to self-isolation in groups would always have 2 meters of space around them, limiting the numbers of workers who could live together in a lodging. So when this came out, a major industrial farm in the province of Ontario, which is in central Canada, submitted two inadequate self-isolation plans to their local health authority before requesting a hearing regarding the public health order and the rules that public health had put in place in their region, limiting the number of farm workers living in one lodging. So during the hearing, the farm argued that the requirement in the self-isolation plan limiting 3 farm workers per lodging was arbitrary, and that this failed to recognize the significance of migrant farm workers to Canada's food supply. And they argued that they had not been able to bring in as many migrant farm workers as they would ordinarily require, which jeopardized
their harvest and production. But in defense, and I'm going to read a short quote, the Superior Court of Justice of Ontario argued that decreasing health inequities as required under the guideline requires that the number of workers that are allowed to isolate together is such that the risk posed to their health is comparable to that of the rest of the population when they are quarantined. Allowing larger numbers to isolate together exposes migrant farm workers to a level of risk not tolerated for others in the community, thereby increasing vulnerability of an already vulnerable group. And in reaching this outcome, the court actually cited the UN Declaration on the Rights of Peasants. And this was the first time that this happened in Canada since the declaration was globally adopted. And the way that they cited it is important. So I'm going to just read another short quote for you. When they cited their decision, they said, "Furthermore, the United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas is part of the body of human rights law and norms to which Canadian adjudicators may look in interpreting statutory or common law obligations and in reviewing administrative decisions." Following this quote, then they actually cited Article 23.1, which states that everyone has the right to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health. So the context and the outcome of this case is demonstrative of the applicability of the declaration in the Canadian context, but it really has to extend out of the courtroom now and into the policies that govern these migrant farm worker programs. This is a precedent-setting case, and for that reason, promoting this case is really important. And I think it's strategic to expand our networks of human rights lawyers to give them insights into the declaration, to give them examples of how it's already been used in case law, because the more that articles and the declaration itself are referenced in case law, the more we have the capacity to create a foundation for rights-based agriculture policy. And in countries like Canada that didn't adopt the declaration, I think this is a powerful avenue that we can take in order to secure its implementation in various ways. So I will leave it at that. Thank you. Merci beaucoup, Jessie, de nous avoir exposé cet exemple d'utilisation de l'UNDRE. Alors, si ça fonctionne, je vais proposer à David Otieno de prendre la parole en suivant. Donc, David Otieno vient de la Kenyan Peasants League au Kenya. David, c'est à toi, si c'est bon. Merci. Yes, hello. Yeah, thank you so much. Sorry, I've joined in late. There was some confusion with another meeting. I hope you can hear me. Hello? Yes, we can hear you well. Yes. Okay, fine. Thank you so much. As you have been told, my name is David Otieno from the Kenyan Peasants League. I'm the Secretary General. And I'm happy that this forum is happening at a time on a day that we are actually marking the day of the peasant struggle. And we're also talking about a very important document or instrument available for us as peasants, that is the UNDROP. Maybe I can briefly talk about how we in Kenya, as the Kenyan Peasant League, and also in the region, have been able to use UNDROP. First of all, we started a process of looking at the existing laws that relate to food sovereignty, or the issue that relate to food production. And the idea here was to be able to look at how we can be able to domesticate some of the good provisions within the declaration into the legal systems. So far, the process is ongoing. And some of the laws that we are looking at are the Land Act, the Community Land Act.
we have got the Seeds and Plant Varieties Act, which has got sections that actually mirror the sections that seems to be cut and paste from UPOV. So what we are trying to do is also to look at them and see how we can be able to either expunge some of those sections that are criminalizing the peasants' way of life. And another avenue that we used UNDROP was in our recent case that we filed in the Kenyan High Court against the government's decision to lift the ban that stopped the country from importing GMOs, both food and seeds. The ban was in place in 2012, but recently the government, last October, the government lifted the ban. So we moved to the court, and some of the articles that we relied on was Article 10, the right to participation, because Kenya actually supported the process. So we were arguing that using UNDROP, that the farmers were not involved. We also rely on Article 11, right to information. We have Article 15, the right to food and food sovereignty. We also have Article 16, the right to a decent income and livelihoods and means of production. Then we also have Article 19, that talking about the rights to seeds. We're also relying on Article 20, that talks about the rights to biological diversity. We're also relying on Article 26, that's talking about cultural rights and the traditional knowledge. And most importantly, the article on women, because we know women are actually the sole keepers of the seeds. And the argument is that this article is basically infringing on that. So we were happy that when we moved to the courts, the courts listened to us, because we were saying that the process of lifting the ban did not meet the threshold of both the Kenyan Constitution and the United Nations Declaration of the Rights of Peasants. And the courts agreed with us, and they reinstated the ban. So the case is still ongoing. The government has appealed. We also have some of our partners also, although it came into the case, but we have got our partners who have also moved to court to defend the rights of the communities that are living in the Embobut forest and Sengwebs forest in Kenya. I mean, the Sengwe who are living in the forest. So when they bring in our expertise on the issue of UNDROP, which again, they quoted extensively in their case, that is also before court. Okay, but what I can say is that we still need a lot of efforts in terms of both in the region, looking at the regional laws, because, you know, like we have got the East Africa, where there is also the process of developing the East African seeds and plant varieties, the harmonized seed laws for the East Africa region. We also have the process ongoing at the Africa Union level, which is also about harmonizing seed laws. So there's still need to raise more awareness in terms of tracking these processes and trying to align them, or trying to look at it with the lens of the UNDROP. So that's what is still needed. So in terms of policy analysis and legal analysis of the existing frameworks, that's a key area that we as KPL and also at the region, we think that there's need to have more efforts. As the region, that is the Southern and Eastern African region, we were able to translate UNDROP to local languages. Like in Kenya, we did a translation to Swahili, which we are using. And at the region level, we're also thinking of actually still producing it into local dialects, because we believe that once the peasants and the people living in rural areas are aware about their rights within the declaration, then it will actually form a critical mass to demand for those rights. So this was another area that we have engaged in as a region in terms of the
UNDROP. There's also production of, I know, even at the international level, we have got the production of the popular version that has got pictorials. Again, that's also very useful to us in the grassroots. So generally, what I would say is that we need to test this instrument in our own countries. We need to use it. Let us move to court. Let us come up with laws. Laws where they don't exist. Let us come up with amendment laws. Let us move to court to challenge sections of some of the laws that are in our countries that we think are actually going against the provisions and the rights as enshrined in the declaration. Thank you so much. Maybe if there will be any further clarifications or questions, then I'll be able to comment on them. Thank you so much. Merci beaucoup, David, pour cette présentation. Je vais maintenant passer la parole à Ramona Dominiciu, qui est de l'organisation Eco-Ruralis en Roumanie. Merci, Ramona, à toi. Thank you very much, and thanks to all the previous speakers and all the participants for being here and to discuss about such an important instrument and such an important part of the society, the peasants and our rights. I come from Romania, from Eastern Europe, and I'm going to talk to you a little bit about what we're doing in our region. I'm not just going to share the experience from Romania, because my organization has been working for the past years to build an alliance in Eastern Europe, Caucasus, Western Balkans, and also Central Asia to work together in coordination to build the peasants' rights and to build a context where our rights could be realized. We believe that it could be much more successful to work at the regional level, because Eastern European countries also have a similar context, and we are being affected by the same problems. We have young democracies, and we are learning together with political class how to navigate the current problems. Our context of work is the most difficult we ever had in our lifetime. We are facing a war, an unprovoked war by the Russian Federation, which is affecting the entire region and also Europe as a whole. We have problems with armed conflicts in many countries in our region, also civil unrest, and the word crisis is being more and more used. We feel it profoundly at so many levels. It's very difficult to mobilize and to build a political dialogue to make our voices heard in this context, but we do feel very motivated, because if we don't change things now, the future generations will continue to face these problems with dictatorships and authoritarian regimes, which are for us the biggest problem in our society for us as peasants and rural people. There is an enormous concentration of peasants and all the diversity of peasants and small food producers, indigenous people, pastoralists, and so on in the region where we work, in Eastern Europe and in Central Asia. So this is, again, for us, a richness and a motivation to use UNDROP to build this favorable context for implementation. I will give you several examples from several countries of how UNDROP was used in the past few years. For example, in Romania, my country, we used it in the national debate on the CAP reform, on the reform for the Common Agricultural Policy, for building the National Strategic Plan. We used it unsuccessfully, unfortunately, because the vision of our government is very economically oriented, and they don't put any priority on social issues in public policies for food and agriculture. We used it also successfully, UNDROP, in various legislative processes, particularly in legislative process for animal husbandry,
which would have restricted the rights for peasants to reproduce piglets in our households. So by making a case that this is a peasant right, we managed to stop the restrictions happening. I would like to also give you examples from other countries. For example, in the Republic of Moldova, our neighboring country, there is a very interesting process at the Constitutional Court happening. Republic of Moldova has the right to food stipulated in their national constitution. And we are trying to use that together with UNDROP to change the national framework on the seed legislation and to include the right to seeds in the national legislation, to accommodate the right to food as well, to accommodate also the prerogatives for the right to seeds. It's a pioneer process. We haven't seen a similar process in other parts of the world, so it would be a first experience that we hope to be successful, and also to share it with peasants in other countries. In Kyrgyzstan, other examples, Kyrgyzstan in Central Asia, there are currently legislative processes opened for reforms on land and also on seeds. And we are using, our partners at national level are using UNDROP to try to include as many prerogatives for the right to seeds and the right to land in these national legislative processes. And finally, in terms of national examples, is Ukraine, one of the most important work for us, because peasants in Ukraine are facing life and death situation, defending their land against the aggressor, against the occupants. And together with partners from the National Small Farmers Association and independent landowners, and also academia and other NGOs, environmental NGOs, we're working on building a national mechanism to monitor the violations of the rights of peasants during war, during wartime. There are multiple violations of our rights, and we are trying to use this process to build solid channel of communication with national authorities, with the presidency, with the parliament, the government, and also we're using the UNDROP for the reconstruction process of Ukraine, where we believe that we can make a very good case for the small food producers of Ukraine to be an important part of the, more important part of the economy and the reconstruction process of Ukraine, to build, to bring stability and also welfare to the people who are now sacrificing for defending their country. And finally, an example that I want to share with you is a regional example of a project that we have been developing with FAO. FAO, the regional office for Europe and Central Asia, has been very supportive and very collaborative with us. We managed last year in the regional conference to include the promotion for implementation of UNDROP in the strategic multi-annual plan of action of FAO. And we have this project for training national authorities, particularly from ministries of agriculture, but we also had participation from the presidencies and also from different committees of agriculture from the parliaments in countries from Eastern Europe and Central Asia, countries who are not members of the EU, countries that are program countries for FAO. And we had the participation of approximately 15 countries so far. And it's been a first project that we hope to continue. We need to keep this partnership with FAO to keep the doors open for dialogue with governments in the region. And I just want to share finally a last thought with you. Why is UNDROP important for Eastern European peasants? For us, it's important to build democracies, to engage rural people, the poor people, in democratic processes, because otherwise, unfortunately, if we are marginalized and continue to be discriminated against,
we are going to fall victim to the populism, extreme right populism especially, which is rising everywhere in the world. We need to resist to dictatorships. We need to resist to authoritarian regimes. And for that, rural people are essential, because in a society where you have oppressed people in the rural countryside, or neglected or left behind, these are not healthy societies, and we cannot really develop healthy democratic systems. And this is what we need more than ever. And we are trying to use UNDROP for bring this kind of stability and this and democracy. Thank you. Grand merci Ramona pour ce témoignage à la fois de ton pays et avec des exemples de plein d'autres. On a appris beaucoup de choses d'un coup. Je vais donner la parole à Hortense Kinkodiles, si Hortense est bien avec nous, et si ça fonctionne bien, oui. Donc oui, Hortense, oui, bonjour. Hortense vient de l'organisation KNOP Congo, donc du Congo, et je laisse la parole. Merci beaucoup. D'accord. Bonjour à tous. Merci de m'avoir accordé la parole. Je suis Hortense Kinkodiles Tongo de l'ERES du Congo-Brazzaville. Je suis la CCI de l'Afrique centrale et de l'Ouest. Donc, je veux parler de mon organisation qui est la CNOP Congo. Alors, nous, par rapport quand il y a eu la déclaration de droits paysans, la première des choses, c'était de faire une rencontre au niveau à l'intérieur, dans la 3e ville de Dolisie, pour sensibiliser les membres. Ensuite, on a fait des focus group pour travailler et nous avons rencontré, par exemple, dans le département de la Bouenza, où les 12 fermiers sud-africains qui avaient pris les terres pour les paysans, et on avait déguerpillé 2 villages. Alors, on a pris ça parce que le problème était parti jusqu'au tribunal de Dolisie. Nous sommes partis avec l'aide de la Via Campesina Internationale, où on nous avait envoyé 3 membres de la CNOP Mali et un massaconnais de Terre Convergence, plus une de la Confédération paysanne de la France. Alors, nous sommes partis là-bas pour travailler avec eux, pour voir ce qu'ils avaient donné au niveau du tribunal. Et comme on les lésait par rapport au cahier de charges qu'ils avaient donné, ça n'avait pas abouti. Donc, on a travaillé, on a présenté les droits paysans que hier, nous étions exclus, mais aujourd'hui, nous sommes forts que nous avons notre droit paysan. Et en discutant avec les préfets et les maires, du coup, déguerpiller les 12 fermiers sud-africains sont revenus aux 2 villages qu'on avait déguerpillés. Nous avons fait une formation en interpellant les propriétaires fonciers, les chefs coutumiers, les affaires foncières, le ministère de l'Agriculture, promotion de la femme, tout ce monde avec les paysans, où on a eu une table ronde à Madjingu pour parler de droits paysans par rapport aux fonciers où ils commençaient à vendre aux multinationales. Et nous avons dit que la terre appartenait aux paysans qui travaillaient pour nourrir la population. Mais ce n'était pas pour vendre aux multinationales pour faire des produits de... Donc, on a parlé de droits paysans, mais le problème qu'il y a d'autres paysans qui ne sachant pas parler français, que ces droits paysans étaient seulement en français, il fallait le traduire encore en langue pour que les paysans soient outillés de leurs documents. Alors, après ça, nous avons interpellé le gouvernement où on a fait déjà un forum sur loi d'orientation agricole et ça nous a permis, où on a passé une semaine avec les autorités pour voir qu'est-ce que les paysans voulaient dans cette loi agricole. Et cette loi, après, c'est parti au niveau du Parlement où on avait révisé. Donc, nous sommes revenus encore pour faire un 2e forum
pour voir ce que les paysans voulaient, ce que le gouvernement voulait. Alors, jusqu'alors, on n'a pas encore de retour. Donc, par rapport toujours aux droits paysans, nous en profitons au niveau de notre pays quand on a des formations où on déplace. Par exemple, on a eu la semaine du paysan au mois de décembre où tous les membres de la CNOP Congo étaient repartis dans les 12 départements du Congo. Et pendant cette semaine du paysan, où on a dit mangeons local, mangeons congolais. Et on a travaillé aussi sur ce droit paysan-là pour sensibiliser toujours les membres pour dire qu'aujourd'hui, ils ne sont pas à l'écart, mais ils sont avec nous. Et que si aujourd'hui, ils ont des problèmes au niveau des départements, des villages, des districts, ils peuvent rencontrer les autorités parce que nous, au niveau national, nous sommes en train de travailler pour que le droit paysan soit pris en ligne de compte par rapport à la loi d'orientation agricole que nous sommes en train de pouvoir travailler dans notre pays. Parce que si aujourd'hui on a la loi d'orientation agricole, les paysans du Congo seront pris en compte avec le budget de l'État. Donc, c'est un travail qui a été déjà présenté au niveau du Parlement, c'est déjà un grand pas. Et nous continuons à faire le plaidoyer au niveau du gouvernement pour travailler sur ça. Et aujourd'hui, nous avons parlé avec la FAO pour que nous nous asseyions parce que nous, on a eu quand même notre task force par rapport aux paysans parce qu'on a sensibilisé. On voulait inviter aussi le ministère de l'Agriculture et la FAO pour que les paysans qui ont fait la task force-là et la FAO et le ministère de l'Agriculture, nous trouvons intérêt d'entendre comment nous allons procéder par rapport à ce document que nous sommes en train de travailler. Donc, au niveau de Congo, voilà ce que nous avons pu faire, que nous sommes en train de faire. Nous évoluons petit à petit. Je sais que ça va aller. Merci, Colline. Merci, Colline. Allô? Allô, oui, vous m'entendez? Merci. Oui, merci, Hortense. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je vais maintenant donner la parole à Pramesh Pokharel, qui est le secrétaire général de la All Nepal Peasants Federation, donc du Népal, et qui fait également partie du comité de coordination internationale des jeunes de la Via Campesina. Pramesh, c'est à toi, merci. Thank you, Hubert, and thank you all. Good evening to all. It's a great pleasure to be here, listen to many comrades, listen to different experiences of peasants' struggle around the world, how we are fighting to guarantee the peasants' right to implement the UN drop. It's great to join this event. Sorry for being late. I think it's important to share that I was late because today, when our friends were in the street peacefully demanding their rights, peasants' right, there was brutal violence and repression by the police. So more than 5 of our comrades are in hospital. They are injured. I just came from the hospital meeting them and issuing the statement. That's why I was a bit late. Sorry for that. Comrades, it's the International Day of Peasant Struggle, and we are celebrating, we are observing this day with the slogan of Stop Repression. And I just share the case of repression here. So it shows that we need to organize, we need to internationalize the peasants' struggle, and we need to guarantee the peasants' right at national, regional, and international level. And we have very important tool, the UN drop, very important instrument at the international level, the United Nations Declaration on Rights of the Peasants and other people working in rural area. That's, I think, very, very important document. We are
pressurizing our local governments, national governments to implement it so that peasant would have the respective life. While I would like to share some of the achievements we made in the past in Nepal, there is a very good, a very glorious history of peasant struggle here in Nepal. And from that struggle, we have achieved many, many progressive policy, different laws, and we have ensured, at least in the law, in the constitution, we have ensured right of the peasants. Comrades, we are always sharing with you that in Nepal, after a very, very long and tedious struggle, we were successful to incorporate food sovereignty as the fundamental right of the people in the Constitution of Nepal 2015. I think that was very big achievement. And to implement that right, we pressurized the government. And after 3 years of long process, in 2018, we were successful to have a very progressive food sovereignty law here in Nepal. Similarly, we have other different documents also, which creates a conducive environment for the implementation of food sovereignty, for the socialist transformation of agriculture, to ensure the justice, rights of the small scale food producer, to have their access to productive resources, to have sovereignty over seeds, to protect their community, indigenous and peasants' wisdom. So we have GMO, we have policies and legal provisions which completely ban the genetically modified food or even the seeds here in Nepal. That was, I think, very big achievement. Similarly, we also restricted the multinational corporation to invest in primary production sector in the agriculture of Nepal. So FDI in agricultural primary production was completely banned. Or we can say that there is no FDI, no MNCs, multinational corporation in primary production sector of Nepal. That was big achievement, but we know, as we have the poster out just behind me, we are living in a critical juncture and we are impacted by the global crisis. And this crisis, which is created by imperialist, the neoliberal capitalist crisis, which is the parts and parcel of the bigger crisis. And this is used by imperialist, capitalist and neoliberal forces to intervene the sovereignty of developing countries like Nepal. That's why there is neoliberal intervention in countries like Nepal. So these days, when we are not still out of the COVID pandemic, when we are suffering from the recession, when we are suffering from the inflation, the price hike of the daily food products, petroleum products, and when the war is going on in the world, the imperialists and capitalists, they are using this crisis to destroy the achievements we have in our constitution, in our policies and law. That's why there is a pressure from all around to have neoliberal reforms. So our achievements are in danger. We are now on fire, along with other 5-6 organizations, peasants organization, we have already declared, we have already launched the peasants struggle here in Nepal. So we will be in the street. We don't know how many months or how many even years it may take, but there is no alternative of fighting, because the achievements we made are now in danger due to the neoliberal reforms that's going on. And comrades,
it's a good thing. I would like to share that we have already started the process of formulation of peasants' right law here in Nepal. We already discussed for many years, and the National Peasant Commission, which is also the government body that initiated the process, and after 2 years or 3 years of discussion, they prepared a very, very progressive document. It's not the compromise document. Many of our demands, our principles are reflected in this draft Peasants' Right Law. But this Peasants' Right Bill, which is presented in the ministry, now the neoliberal forces, they are hiding it. They are playing different games, not to implement it, not is to stop the process. That's where we are fighting. So we have already launched our struggle. It's a very difficult one because we are fighting not against a small enemy. It's a neoliberalism, it's a capitalism, it's imperialism. That's why it may take time, and we don't know the results, but we hope that very soon, Nepal will be the country where we will have a very good peasants' right law. New agricultural minister has just been in the position. There is new appointment, new agricultural minister, and we have already talked with the minister to move forward the process of presenting that draft peasants' right bill in the parliament, so that we can lobby with the parliamentarians and have this law. I'm sure that if we are able to present this in the parliament, then it will be a very good document, comrade. After our massive advocacy, we have already translated the peasants' right law here in Nepali and many other languages. We launched massive training process, advocacy campaign, and this is how we were successful to have this draft bill, the peasants' right bill, which is now in the ministry, but it's a huge fight. I would like to share this much. I think I was given 10 minutes. If comrades have other questions, then we'll interact later. Thank you. Merci beaucoup, Prameh. Je pense qu'on va garder les questions après le dernier intervenant. Et donc, notre dernier intervenant est Alberto Silva de l'organisation Unitaire en Suisse. Alberto, à toi. Oui, bonjour. Alors, je vais vous partager mon écran, si j'arrive. J'ai fait une petite présentation. Voilà. Alors voilà, bonjour à tous. Merci déjà pour l'invitation de me donner l'opportunité de parler de l'expérience de la déclaration sur le droit des paysans en Suisse. Nous avons choisi donc de mener une expérience, disons, collective. On a créé une coalition en 2019 pour promouvoir la mise en œuvre de la déclaration, pour sensibiliser également les différents publics autour de cette déclaration. Et on trouve dans cette coalition qu'on a appelée donc Friends of the Declaration, forcément. Donc FIAN, CETIM, Action de Carême, Geneva Academy, EPER, etc. Unitaire en Suisse, nous sommes la seule organisation paysanne à parler de la UNDROP. Et c'est pour nous un véritable un outil extrêmement important. Nous essayons de la mentionner à chacune de nos interventions. Et pour ma part, j'ai repris le suivi de ce dossier en juillet 2022 au moment de mon engagement en tant que secrétaire d'Unitaire. Donc, je vais vous présenter un peu assez rapidement l'utilisation qu'on en fait de cette déclaration dans nos luttes ici en Suisse. Donc en 2020, il y a une étude qui a été réalisée sur la politique étrangère de la Suisse à la lumière de la UNDROP. On a réalisé en 2020 également différentes présentations de cette déclaration à des parlementaires élus à Berne, à la capitale. On a essayé de faire le lien entre la UNDROP et les politiques agricoles suisses, des présentations également devant les différents ministères concernés, donc l'agriculture, l'économie, etc. Et également différents séminaires pour présenter nos stratégies. Nous avons également rédigé un courrier au conseiller fédéral Ignacio Cassis en charge des affaires extérieures, au représentant permanent de la Suisse auprès de l'ONU,
à M. Stéphane Rey, le chef adjoint de la division sécurité, enfin à différentes personnes, à différents diplomates, en leur demandant que la Suisse poursuive son soutien au niveau de la mise en œuvre de la UNDROP, donc un courrier qui a été envoyé au mois de juillet l'année dernière. Ensuite, dans le cadre de l'examen périodique universel de la Suisse en janvier de cette année, nous avons rédigé 2 rapports où nous présentions des recommandations et des mesures concrètes pour appliquer la UNDROP dans nos politiques intérieures et extérieures. Et dans le cadre de cet examen périodique, nous avons rencontré différentes missions diplomatiques pour qu'elles fassent des recommandations à la Suisse, disons liées à la UNDROP. Et donc Cuba, l'Égypte et Venezuela ont fait 3 recommandations. Une en lien avec disons, la sécurité sociale des paysannes, et puis les 2 autres plus en lien avec le droit de la participation des paysans et des paysannes à élaborer leur propre système alimentaire. Toujours aussi dans le cadre de l'examen périodique de la Suisse, on a réalisé une petite vidéo en février de cette année pour mettre en avant ces rapports. Et puis en mars de cette année également, nous avons rédiger une interpellation parlementaire, donc uniquement les personnes élues à Berne au Parlement fédéral peuvent déposer, et heureusement nous avons de très bons contacts avec des parlementaires là-bas, où nous demandons justement à notre gouvernement suisse de répondre aux questions. Donc comment est-ce que les recommandations issues de notre coalition ont été reçues? Comment la UNDROP est perçue dans la politique agricole suisse? Est-ce que le gouvernement reconnaît la déclaration comme un instrument important pour la protection de nos agriculteurs et agricultrices? Et puis, en juin de cette année, la Suisse publiera son rapport à la suite de son examen périodique et nous demandons au Conseil fédéral de nous indiquer quelles recommandations seront adoptées à la suite de cet examen périodique. Ce qu'on remarque, en tout cas, c'est mon avis, ce qu'on remarque, c'est qu'on a très peu de résultats, ou en tout cas très peu de résultats visibles. Nous utilisons la UNDROP principalement pour discuter avec des diplomates de l'ONU ou des politiciennes. Et c'est en effet une de nos principales difficultés. Moi qui représente une organisation paysanne, on se rend compte en parlant avec les paysans et les paysannes qu'il s'agit d'une déclaration qui est perçue comme déconnectée de notre réalité, déconnectée de notre quotidien. L'UNDROP est un outil plutôt au niveau international qui, on ne sent pas, disons, les porter dans notre quotidien. Et disons, les personnes qui en ont entendu parler ne croient pas forcément au pouvoir transformateur de cette déclaration, car ces personnes estiment qu'il y a déjà beaucoup de lois, de traités, de déclarations au niveau international, mais qui n'apportent pas de réels changements. Donc, partant de ces difficultés, nos principaux défis sont donc comment faire pour que notre base paysanne s'approprie cette déclaration, comment leur montrer qu'elle est extrêmement utile dans notre quotidien, dans la défense de nos droits et de nos pratiques. Et un autre défi, c'est plutôt, disons, avec le contexte suisse, c'est comment faire en sorte que les autres organisations paysannes, comme la plus grande, c'est l'Union suisse des paysans. Donc, comment faire pour que ces associations défendent la UNDROP. Là, à Unitaire, nous sommes en train de préparer une campagne pour amener un changement politique au niveau des prix équitables et des filières agricoles transparentes. Et nous utilisons différents articles de cette UNDROP que nous relions à nos revendications. Évidemment, il faut faire un choix, on ne peut pas tous les défendre, mais on est en tout cas parti sur l'obligation générale des États, sur le renforcement de la position des paysans et des paysannes dans les négociations, sur le droit à la participation active, libre, effective et informée, sur le droit à une information transparente, le droit à de bonnes conditions de travail, le droit à l'alimentation et à la souveraineté alimentaire, évidemment, c'est quand même notre lutte principale. Le droit à un revenu et à des moyens de subsistance décents. Et enfin, l'article 16, le renforcement des marchés locaux et des circuits courts. Et j'aimerais terminer ma présentation en disant que même dans un pays à haut revenu comme la Suisse, l'agriculture, disons, paysanne est malmenée. Nous assistons à on perd tous les jours 2 à 3 fermes par jour. La situation économique des familles paysannes se dégrade d'année en année. Les petites et moyennes structures disparaissent au profit des grandes. Et il est important dans ce cadre-là de continuer notre lutte avec les camarades des amis de la déclaration pour améliorer disons, la vie des personnes qui nous nourrissent. Voilà. Merci pour votre attention.
Merci beaucoup Alberto. C'était donc notre dernière intervention. On va pouvoir ouvrir aux questions si vous le voulez, donc des questions pour tous les intervenants. Et je vous propose peut-être de commencer par des questions qui ont été adressées à Zainal dans le chat, notamment qui demandait comment comment est-ce que vous avez réussi à convaincre votre gouvernement de considérer l'UNDROP comme un outil clé pour les politiques de développement et à quel niveau est-ce que l'UNDROP a été transcrite dans votre législation. Si vous voulez poser des questions, surtout levez bien la main pour qu'on puisse vous donner la parole et vous pouvez aussi poser les questions dans le chat, on les donnera à l'oral. Zainal, si tu veux répondre, merci. Thank you very much, Colin, and thank you for your question. Yes, regarding our struggle for our right, it is a long struggle, yeah. So we starting when SPI established in 1998, especially we struggle for food sovereignty. It is asserting our right, and finally our government put the food sovereignty concept of food sovereignty right in our law in 2009, and then we continued with the struggle for right of peasant, and our government adopted our rights in the law of peasant protection and empowerment 2013, and also the law of fisher folk in 2016. And then we continue with the UNDROP. Now we are in the process, especially under the Ministry of National Development Plan. So actually the key of our government more concern is about momentum, yeah, especially momentum on the food crisis in 2008. So that's why our government always support in the negotiation of UNDROP, and also in addition, our National Commission of Human Rights also already put the UNDROP in the norm standard to link between human rights and also natural resources, because by now there are many again conflict and also criminalization in Indonesia. Of course, it is still hard challenge to put UNDROP as in our new law, but we already started at least in this year through the UN Decade Family Farming, and then of course we have many ways to conduct advocacy work. First through our mass rally, our dialogue, and our routine to have the press release and input when we monitoring the policy of our government, especially on agrarian reform and also in agriculture. I think this all, Colin, my answer for this questions. Thank you. Merci beaucoup, Zainal. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour d'autres intervenants? Dans le chat, il y a Mohamed Akesh qui demande s'il peut prendre la parole un moment pour présenter la région Arna et Maroc. Eh ben, je pense que ça peut être une bonne occasion, en effet, de faire ça. Ah oui, j'avais pas vu ce chat-là. Tout à fait. Eh bien, Mohamed, si vous voulez prendre la parole une minute justement pour un petit mot, je vous en prie, c'est tout à fait le moment.
Mohamed, est-ce que peut-être si vous levez la main, on pourra vous voir et activer votre micro? Ah, oui, justement. Voilà, Mohamed, vous pouvez parler. D'accord, vous m'entendez bien? Très bien. Oui, on vous entend. Bonjour tout le monde. Je suis très heureux d'être parmi vous de toute façon et pour qu'on célèbre ce jour et qu'on nous souhaite le célébrer quand on va gagner. De toute façon, la déclaration de l'ONU, c'est un outil de lutte pour un avenir commun. Concernant de toute façon notre situation en ce qui concerne comment faire, je veux dire, sensibiliser. Quoi. Nous sommes actuellement au niveau, de toute façon, d'une manière générale, à Arna, dans la phase de sensibilisation. Et pour parler du Maroc, on se base sur deux facteurs. Le premier, c'est que le Maroc a adopté une drop, donc c'est très important. Et le deuxième facteur, et qui est très important, c'est de toute façon ce que nous vivons actuellement. Je crois que beaucoup de monde le vit, c'est l'inflation alimentaire. Surtout que de toute façon, le Maroc, c'est un grand, je veux dire, exportateur des fruits et légumes, et nous sommes actuellement à 20%, l'inflation est arrivée à 20%. Par conséquent, on sait très bien et on essaie de sensibiliser les paysans de toute façon qui sont la source, je veux dire, des marchés locaux et qu'actuellement, de toute façon, les grands propriétaires, le système, je veux dire, la politique agricole marocaine, elle a essayé d'aller plus loin dans l'exportation parce que dans les derniers 10 ans, et les exportations des fruits et légumes, elle a augmenté de 240%. Par conséquent, il y a une destruction des paysans et il y a l'expulsion des paysans de leurs terres, etc. Et il y a bien sûr les grandes sociétés et il y a les grands propriétaires terriens de toute façon qui s'investissent, que je ne les appelle pas des agriculteurs, ils sont des investisseurs agricoles. Donc, dans ce sens-là, on sensibilise les gens. Dernièrement, nous avions une grande manifestation au niveau du souk, parce qu'on a 3 éléments sur lesquels on se base et on utilise l'Undrom pour ça. Premièrement, les marchés locaux, parce que les paysans on les élimine des marchés locaux, on essaye de faire d'autres marchés, on essaye de pousser beaucoup plus au grand marché, etc. Et deuxièmement, c'est la terre, parce qu'ils sont vraiment, on domine les terres, surtout les terres communales, et ensuite, c'est l'eau. Et comme il y a la sécheresse, l'eau maintenant devient quelque chose de très important. Donc, les 3 éléments qui sont introduits dans des articles du contenu d'Undrom, disons, de cette déclaration qu'on essaie de faire. Et ensuite, on a envoyé une lettre directement au ministère de l'Agriculture pour essayer de lui dire que voilà, vous avez adopté ça, donc essayons non de le faire. Et on contacte maintenant les parlementaires et on travaille avec l'Association marocaine des droits humains pour faire, je veux dire, un groupe comme ils ont fait nos camarades d'unitaires en Suisse pour essayer de faire une coalition pour être plus fort dans tout ça. Donc, je vous remercie et continuons la lutte pour disons, mettre en valeur cet instrument, même s'il n'est pas, malheureusement, il n'est pas contraignant, mais on va le rendre contraignant. Merci. Merci, vraiment merci beaucoup Mohamed pour cette prise de parole et de nous avoir informé de ce que vous faites dans votre région et dans votre pays. C'était vraiment très intéressant. Et j'espère qu'on pourra continuer à échanger dessus et peut-être le mettre aussi sur notre site internet. Je vois quelques questions dans le chat. Je remonte. Peut-être la question de Boris. Peut-être oui. que Morgane, tu as envie de répondre comme combien y a-t-il de paysans dans le monde? Est-ce que c'est 2 milliards? Et est-ce que les représenter est plus simple que représenter, par exemple, les salariés des usines ou les fonctionnaires, les artistes ou les journalistes? Morgane, si tu es… Excuse-moi, tu peux répéter la question? Voilà. Alors, combien y a-t-il de paysans dans le monde? Est-ce que c'est encore 2 milliards? Et les représenter est-il plus simple que de représenter les salariés des usines
ou les fonctionnaires, les journalistes, les artistes? Merci. Un des enjeux de la Déclaration des droits des paysans, c'est de reconnaître la réalité des paysannes et des paysans. Parce que jusque-là, la plupart des paysannes et des paysans dans le monde n'ont pas de statut spécifique. C'est aussi ce qu'expliquait Nouri en Colombie. Et donc, la reconnaissance de notre réalité, de notre travail, elle est essentielle. Et le fait que dans la Déclaration des droits des paysans, il y a la définition de ce que c'est qu'être paysanne, de ce que c'est qu'être paysan, c'est essentiel. Parce que être paysan ou paysanne, ce n'est pas seulement un métier. C'est une façon de vivre sur nos territoires, de produire l'alimentation et les autres choses dont on a besoin pour vivre et faire vivre nos communautés. Et donc, c'est bien plus qu'un métier. Et en cela, c'est assez différent de la représentation des salariés ou de classes spécifiques de salariés, comme peuvent être les journalistes ou les ouvriers. Parce que la réalité paysanne, elle est beaucoup plus large. Et donc, comptabiliser le nombre de paysans, du fait de cette invisibilisation et de ce manque de statut, c'est très compliqué. Je vais vous donner un exemple. En Turquie, notre organisation membre, Shiftisen, elle est en permanence remise en cause dans son existence par le gouvernement, parce que le gouvernement considère qu'il faut soit être une organisation de patrons, soit une organisation de salariés. Et que donc, pour les organisations de paysans où on travaille nous-mêmes la terre, la plupart du temps sans salarier personne, voilà, on produit pour essayer de générer un revenu pour nous-mêmes et notre famille. Et ben dans un certain nombre de pays, et en particulier en Turquie, il n'y a pas de reconnaissance légale qu'on puisse s'organiser en tant que syndicat pour cela. Et donc, cette réalité, elle existe dans de très nombreux pays. Et ça fait partie des choses pour lesquelles on lutte au sein de la Via Campesina, la reconnaissance de cette réalité paysanne, mais aussi le fait que, dans un certain sens, on est une classe paysanne avec des réalités spécifiques et avec la nécessité de s'allier avec d'autres travailleuses et d'autres travailleurs et d'autres personnes qui, par exemple, avec les organisations des peuples autochtones, qui ne se définissent pas forcément selon leur travail, mais qui peuvent se définir aussi selon des façons de vivre et de vivre sur les territoires et avec les autres peuples avec les autres êtres qui peuplent ces territoires. Et voilà, cette reconnaissance dans la déclaration, elle est aussi essentielle. Et on voit bien d'ailleurs que dans les processus du Conseil des droits humains, c'est très compliqué. L'an dernier, il y a eu des négociations sur le genre et les droits des femmes. Et lors de ces négociations, les pays du Nord, et notamment les États-Unis, ont refusé qu'on utilise le terme paysan dans la déclaration liée à ces négociations sur le genre. Et donc, on voit que c'est un combat permanent pour faire reconnaître le fait que oui, nous sommes paysannes et paysans. Et en cela, c'est un peu différent peut-être d'autres organisations de travailleurs dans d'autres secteurs. Merci infiniment, Morgane. Donc, moi, il y avait une question sur, qu'est-ce que la déclaration? Alors, c'est vrai qu'on est beaucoup ici à travailler dessus depuis un petit moment. Donc, voilà. Mais elle a été adoptée en 2018 par les Nations Unies. Il y a 28 articles. Tout a commencé en 2001 avec la Via Campesina, le travail de la Via Campesina en Indonésie. Et puis, voilà. Donc, c'était 17 ans de lutte qui sont résumés donc, sur le site defendingpeasantsrights.org, qui est disponible en français, en anglais, en espagnol. Et voilà, donc, et c'est vrai que comme Morgane vient de rappeler, l'article 1er définit ce qu'est un paysan de paysanne, et ensuite il y a toute une série d'articles sur les obligations des États et puis les droits spécifiques qui sont reconnus. Par exemple, le droit à l'alimentation, le droit à la souveraineté alimentaire, l'article 15, et puis le droit aux semences, article 19, et le droit à la terre, articles 5 et 17, qui sont vraiment plusieurs des avancées de la déclaration. Voilà, mais on est heureux que vous soyez là, même si vous ne connaissiez pas la déclaration avant cette réunion et que vous vous documentiez sur le site. Pour les autres questions, tu peux continuer, Colline? Oui, merci beaucoup, Christophe, pour ce petit point.
J'ai vu passer aussi également une question sur les langues de traduction de la déclaration. Donc, il y a déjà quelqu'un qui a très gentiment répondu et mis le lien vers l'UNDROP en espagnol. Il y a également sur notre site internet, en suivant le même lien, d'autres langues vers lesquelles la déclaration a été traduite. Et sachez que nous, à défendre les droits des paysans, nous sommes toujours très, très heureux de recevoir toute traduction et nous avons une page consacrée à ces traductions. Ensuite, si ça vous va, j'ai vu passer une question en ce qui concerne la défense du droit aux semences et également une question directement pour David Otieno en ce qui concerne ce que vous faites. Donc, est-ce que, David, tu pourrais nous dire à nouveau comment est-ce que vous défendez notamment le droit aux semences? Je sais que c'est quelque chose que vous faites tout particulièrement. Et après, j'anticipe un petit peu, il y aura aussi une question pour Alberto en ce qui concerne ce que fait le gouvernement suisse pour éviter la disparition des fermes, et notamment des petites fermes. Et après, nous verrons si nous avons encore le temps pour les questions. David, si tu veux bien commencer. Ah, peut-être que David n'est plus avec nous. Est-ce que tu es encore là? Oui, je vois. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que vous faites sur le droit aux semences plus spécifiquement? Yeah, thank you so much for the question. That's a very good. We are actually working around seeds in two different, in different approaches. The first approach is basically to establish. Non, c'est bon. Pardon, il y avait un problème de traduction. Mais... Yes. Hello. Yeah. So what I'm saying is that we are having three different approaches. The first approach involves saving the seeds, establishing household seed banks and cluster core community seed banks, because the seeds must be available. And the first step to defending seed sovereignty is ensuring that the seeds are available for any farmer who would want to plant them. And that's the first approach. Then the second approach is more of a legal or advocacy approach, where we are challenging, like there's a section on the Seeds and Plant Varieties Act in Kenya that is saying that farmers risk to be jailed when they exchange indigenous seed. So those are the issues that we are tackling in terms of developing policy briefs, proposing amendments. And Greenpeace Kenya, who we work with, has already moved to court to challenge those sections. And maybe the third approach is also the judicial approach, where we are seeking legal intervention regarding importation of GMOs and importation of other seeds that promote monoculture. So basically, the biggest bulk of the work is to ensure that the seeds are really available at the household level, at the community level, for any particular farmer who might want to plant them. Thank you. Merci David pour cette réponse. Alberto, est-ce que tu veux répondre à la question? Oui, tout à fait. Tout d'abord, merci pour la question. Qu'est-ce que le gouvernement suisse fait pour contrer cette disparition? Eh bien, pas grand-chose. Voilà, je ne vais pas vous mentir. C'est vrai que la disparition des fermes n'est pas vraiment considérée comme un problème par notre gouvernement. Il considère ça comme une évolution naturelle, alors que c'est évidemment une conséquence de la politique libérale agricole de notre pays, donc agrandissement des fermes, mécanisation, surspécialisation. Juste pour donner un exemple, l'année dernière, plusieurs enquêtes ont été réalisées pour mettre en avant les marges que la grande distribution se fait sur notamment les produits laitiers. Et ces marges peuvent atteindre parfois 60% du prix d'achat, du prix qu'on retrouve en magasin. Et 80% du marché du commerce de détail est contrôlé en Suisse par deux grands acteurs, Migros et Coop. Et notre Conseil fédéral, notre gouvernement, il ferme tout simplement les yeux
face à cette situation. Et plutôt que de réglementer le marché agricole pour amener un peu plus de transparence et des prix équitables, ils préfèrent se cacher derrière le secret commercial. Et puis, vous savez, en ce moment, le gouvernement suisse est plus occupé par le rachat de Crédit Suisse que par la politique agricole, malheureusement. Donc, voilà, on a plein de luttes à mener en Suisse et l'accès à la terre était également une de nos priorités. Merci beaucoup. J'ai vu également une question en ce qui concerne la procédure à l'ONU pour avoir un rapporteur spécial concernant l'UNDROP. Est-ce que Christophe, tu veux répondre à cette question? Et je vais aussi vous mettre un lien vers un article sur notre site dédié à cette question. Merci beaucoup, Pauline. Oui, donc il y a par exemple le rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones. Il y a beaucoup d'autres mécanismes de contrôle pour cette déclaration. Il y a aussi un rapporteur spécial sur les défenseurs des droits humains et pour mettre en œuvre, entre autres, la déclaration sur les défenseurs des droits humains. Donc voilà, depuis l'adoption de la déclaration en 2018, on a eu pour objectif de créer une nouvelle procédure spéciale du Conseil des droits de l'homme. Normalement, une résolution devrait être présentée en septembre de cette année par la Bolivie pour créer un rapporteur spécial ou un groupe de travail sur la déclaration pour faire la surveillance de la mise en œuvre de la déclaration. L'avantage d'un tel mécanisme, c'est que la personne peut faire des missions de terrain, peut recevoir des plaintes et fait chaque année 1 ou 2 rapports thématiques aux Nations Unies sur la mise en œuvre de la déclaration. Voilà. Donc on espère que ce sera vraiment une très grande aide qu'on aurait si on avait quelqu'un comme ça au niveau international pour nous aider dans notre lutte qui est au niveau national. Donc voilà, on espère que la Bolivie va présenter cette résolution en septembre et qu'elle sera adoptée par le Conseil, même si c'est la majorité. Merci. Merci beaucoup, Christophe, pour cette réponse. Ensuite, j'ai peut-être une dernière question avant que l'on clôt ce webinaire avec une conclusion par un des membres de notre comité d'édition. C'est Caroline qui posait la question de comment est-ce que l'UNDROP pouvait redonner du pouvoir aux paysans et paysannes de la façon, dans son sens le plus pratique. Est-ce que quelqu'un veut tenter de répondre à cette large question, un de nos intervenants ou même une autre personne? Voilà, si quelqu'un a envie d'y répondre. Oui, Morgane. Merci. Peut-être que d'autres personnes pourront tenter une réponse, mais une des choses, c'est que très souvent, les ennemis des paysannes et des paysans, notamment les entreprises multinationales, n'hésitent pas à utiliser le droit contre les paysans et les paysannes. Et donc, très souvent, on se retrouve nous, avec nous amenés en justice, avec des plaintes qui tombent sur notre dos, alors qu'on fait juste défendre notre droit légitime. Et donc, face à ça, il fallait développer une riposte. Et la Déclaration des droits des paysans, c'est une façon de riposter sur le champ de bataille que constitue le droit, et notamment le droit international. Et on sait qu'il y a beaucoup de lois au niveau international qui peuvent nous être néfastes, notamment le droit du commerce qui protège les entreprises multinationales et l'appropriation privée par ces groupes des ressources. Et donc, le fait, nous, de développer un droit international favorable aux paysannes et aux paysans, c'est essentiel pour mener la bataille sur le champ du droit et pouvoir aller dans les tribunaux. Et voilà. Et donc, il y a différents fronts de lutte. Il y a une lutte très souvent sur le terrain, il y a une lutte dans les pays, mais il y a aussi une lutte juridique. Et le travail sur la Déclaration des droits paysans fait partie de cette lutte juridique. Merci beaucoup, Morgane, pour cette réponse. Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre à cette question? Sinon, on va peut-être clore ce séminaire. Moi, je tenais... Oui, Zainal, est-ce que tu veux répondre? Yes, Colin. I think UNDROP is come from bottom. So it is our daily struggle
So that's why it's easy to make the UNDROP as our struggle. Different with if the process is top down. So why for this step that we in SPI we more have to massive struggle to link with this UNDROP, because once again UNDROP is our tool of struggle. So that's my concern about this question, Colin. Thank you. Merci, merci beaucoup. Et je pense qu'on va pouvoir conclure cette partie sur les questions sur ces mots. Sachez que les personnes qui ont posé des questions sur le chat, elles ne sont absolument pas perdues. Nous allons bien les conserver et nous essaierons d'y répondre via notre site internet. Et je vais donc maintenant laisser la parole à Afgan Fadila Kaban, qui est membre de SPI, le syndicat paysan en Indonésie, et membre à ce titre du comité d'édition de notre site internet Défendre les droits des paysans, et qui va vous présenter notre travail. Afgan, je te laisse la parole. Merci. Okay, thank you very much, Colin, and then thank you for all the presenters. That was a remarkable presentation, and I think I'm going to speak here on behalf as an editorial board of the website. And then, so before we conclude our webinar today, that I would like to share with you about our progress, our development of the website. And then I would like to do that by giving you like a short tour to the website. So I would like to share my screen. Okay, can you see that? Have you seen it, Colin? Yes, we can see it. Okay. Okay, so this is our website. Let's take a look at the website address, defendingpeasantrights.org. I think that it has been shared several times as well in the chat room. So pay attention about this. Take a look at the website address. So this is the homepage of the website. Okay, and then I would like to start about the about us page. Page. I think that I want to like inform you again that this website is created by the initiative of all the organizations who are actively involved in the negotiation of the UNDROP. And there is La Via Campesina, SETIM, FIAN, and then Geneva Academy, which and then each organization send their member to be the editorial board of this website. For example, me, Afgan, as editorial board from La Via Campesina, and there is Colin from SETIM, and then there is also Christoph from Geneva Academy and other friends. So it's all the organization has the representation in the editorial board. And then we have 5 goals for this website, as you can see in the screen. That the first goal is to propose an information and training and platform on the UNDROP. So the mission is, as you can see, the information and training, like training document, training material for you to organize the UNDROP training. And also the second goal is collecting and disseminating legislative and policy developments and legal cases. And the third one, sharing strategies to fight for the rights and strengthen the UNDROP. And then to ensure the articulation between the different organizations and movement. And the last one is linking the UNDROP to other international instruments and standard, because it's important, to have a link with other instruments, like other instruments in Rome, in FAO, for example,
about UNDFF, family farming, and etc. Because it's very important for our struggle. And then I would like to move to the story of UNDROP. So in this website, you can see we have the page, especially explaining about the story of UNDROP, and we we provide it in the timeline style. Yeah, so but if you want to have more explanation, you can just click the plus symbol. Okay, so I think it's very easy to access. And then we have also the section of law and policy, and we put it into category. We have a case law and international law. So we expect all of you can consistently contribute to our website by giving sending us a case law that happened in your territory, in your national, in your country, to put it in this website. Case law. This is the case law. As you can see, we already have several articles about the case law, and then we also have the case law in category of international. And just like what we said in our goals before, we already have some material to do a training on UNDROP. We have people manuals on the guidelines, and then we also have training sheets on peasant rights that you can access. Then you can access very easily through the website. Then we have also thematic booklet by La Via Campesina and training peasant rights from CETIM, and many materials for training. And also we have a page about international struggle of peasants, national, and also regional. About article related to the struggle, or not only implementation of the UNDROP, but it's wider. You can send us any article related to your struggle in the territory. And then about the publications, have the articles, any articles, and we also cover the academic articles. If you have academic articles, please send us the link, so we can publish it in this website. Also the report, we also very happy to accept it, and books, and even video. So we are very happy if you can send us all these materials. And we also put regions in here. So regions. So there is a section of regions. So if you click, for example, Southeast and East Asia, we can see how the UNDROP process in the region. So it's like our initiative, to make it easy, so you can know how is the process of UNDROP in your region. So I think that's all, the short tour of our website. So how to send your contribution to us, so you can publish it in the article in the website. You can send your contribution by sending it via email to the editorial board of this website. One of us, maybe you can share to Colin, you can share to me or Christoph and other editorial board. And also you can also send it to contact us form in this in the below of the homepage of the website. So and then my final word is, we are very happy.
we strongly encourage you to give contribution to this website, because we are aware that this website, I think that this website is very important for us as a space, yeah, to share to exchange information, to share the strategy, and most importantly is to make sure that the articulation between organization in line with the UN drop is very, very crucial. I think that's all from me, Colin. Thank you very much. Merci beaucoup, Afghan, pour cette visite guidée. C'est maintenant l'heure de clore ce webinaire et donc je voudrais finir par des grands remerciements tout d'abord à tous nos intervenants et intervenantes. Merci d'être venus témoigner de tous vos travaux, de vos luttes à propos de l'UNDROP, de nous avoir inspirés avec vos mots. Merci Morgane d'avoir introduit ce webinaire. Merci à tous les participants et participantes d'être venus écouter, d'avoir posé des questions, d'avoir contribué dans le chat. Merci beaucoup à la Via Campesina qui a co-organisé ce webinaire avec nous, à la Geneva Academy, à Fian, au CETIM qui anime ce site internet tous ensemble. Et enfin, grand merci aux interprètes. Sans vous, tout ceci ne serait pas possible. Eh bien, j'espère à très bientôt sur notre site internet et sur nos luttes respectives. Et Pramesh, toutes nos solidarités avec vos camarades blessés. J'espère qu'ils iront mieux. Je vous dis donc au revoir et à bientôt. Et nous essaierons bien sûr de faire un beau compte rendu de ce webinaire. Et les vidéos seront mises en ligne sur notre site. Au revoir tout le monde. Bye bye.